Chers auditeurs, bonsoir, vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission francophone et parisienne de Radio Bandeira. Ce soir, nous avons un plateau fourni et nourri, comme l'actualité l'exige, et nous allons justement œuvrer dans cette émission à décrypter et analyser un peu l'actualité de ces derniers jours, dernières semaines, et même des 3 dernières semaines écoulées. Alors avec moi ce soir pour chroniquer, décrypter, encenser, descendre, découper, enfin bref, tout ce qu'on peut faire à une actu. J'ai le camarade Gérard Vaudan, bonsoir. Bonsoir. Toujours dentiste à Mâcon. Absolument, là, je reviens d'un séminaire très très difficile. Ouais, oui, vous allez nous en parler d'ailleurs. Vous avez la bonne idée de faire des séminaires annuels en Italie, vous. Absolument. Ouais. Extremo centro alto, c'est ça, ou alto centro. Un peu tout ça. Dans ce genre-là. On va en parler tout à l'heure. Monsieur K, qui nous revient. Dont on salue les 2 émissions qui ont eu un grand succès. Alors, on a sur le blog un certain nombre de mails qui nous demandent de poursuivre sur l'affaire Bousquet, sur les affaires. Oh là, je n'ai même plus le nom. DSK, je crois. Redévelopper. Non, ça on va en parler. On va en parler nous-mêmes de ça. C'est tout frais, c'est tout chaud, ça vient dans votre dos. C'est DSK. Non, voilà, oui. Je vous ai préparé une petite émission, on peut l'annoncer dès maintenant, sur les balais roses. Ah oui, bon, on va en reparler tout à l'heure avec DSK, parce que finalement, il nous pompe pas mal d'actualité. D'actualité. Non, mais voilà. Alors, les auditeurs demandaient effectivement des éclairages sur les multiples affaires qui ont émaillé les 30 dernières années. C'est vrai qu'on en a effleuré que quelques-unes. On ne va pas non plus saturer notre onde hebdomadaire avec toutes ces affaires, mais on reviendra dessus, on fera probablement une émission d'ici la fin de l'année. On pourra la réaugmenter des chapitres qui sont en train de se jouer en ce moment, à plus d'un titre. Et notre camarade PGL qui a 2-3 petites choses à nous dire. Je crois que le vent a soufflé à l'Est. Il souffle toujours à l'Est. Je crois notamment qu'elle vive, ça a été vif. Sans faire de jeu de mots. Comme on peut témoigner une vidéo disponible sur Zentropa, qui n'est pas commentée, justement, donc je profiterai pour donner quelques éclairages. Il y a même eu plusieurs vidéos, mais qui ont malheureusement été retirées pour des questions de droits d'auteur en France, etc. On parle de la vidéo sur Zentropa, là, où finalement... Ça part en sucette. Ça part en sucette. Ça y va. En Ukraine. Très bien en sucette, voilà, en Ukraine, ça part en Ukraine, en sucette. En bref, ça envoie je sais pas. On pourrait peut-être dire aussi, chez eux, mais... tout à l'heure, un mot de la Hongrie, où le soleil se lève. Voilà, oui, on pourra dire aussi. Mais vous nous direz un mot de la Hongrie. Alors, à tout seigneur, enfin je sais pas comment on doit écrire seigneur, tout honneur, et il l'a perdu lui. On va quand même revenir un peu sur l'actualité de ces derniers jours, l'actualité fantasmagorique de ces derniers jours. New York Police Blues, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Hawaii Police d'État. Desperate FMI Boys. Enfin bon, on a plein de possibilités. Donc on va parler de l'affaire de monsieur le prévenu 5161-232 de Rikers Island, maintenant la grande prison connue. Dominique Strauss-Kahn. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce brave homme? Y a-t-il un complot mondial contre cet homme, ou alors est-ce qu'il a tout simplement succombé à ses pulsions qu'on lui connaît d'ailleurs depuis un long moment? Oui, que visiblement tout le monde ne le connaît pas, parce qu'à écouter notre presse bien pensante, encore une exception bien française. Non, mais quand on écoute, c'est la divine surprise. Quand on écoute le très infatué Jack Lang, cette savonnette inénarrable en costard marou, il nous dit quand même, c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme. Ça tombe bien, c'était une femme. Ça tombe bien, oui, mais lui, il connaît pas les femmes, c'est pas pareil. Ah, on était très loin de Mykonos, là, donc je crois que... Non, plus sérieusement, on peut quand même revenir sur cette affaire qui, il faut le dire quand même... sur le plan international, tomberait presque à point. Donc ça suscite des interrogations. Alors, on parle de la théorie du complot qu'on invalide directement, mais il n'y a pas de complot, mais il y a un complot. Non, c'est un pervers, non. Bref, alors, monsieur K. Déjà, la première chose que je trouve intéressant, c'est que le Parti Socialiste, visiblement, verse dans la complotite aiguë. Oui. C'est intéressant, c'est-à-dire que ça leur ressemble pas. Ça leur ressemble pas, oui. Eux qui sont coutumiers de la dénonciation du complot, cela dit, ce n'est pas une orient dans laquelle nous tombons, mais malgré tout, les complots existent, ça arrive, et le Parti Socialiste, visiblement, voilà un complot très intéressant. Alors même les anciens et les séides du parti, puisque je vous signale quand même que Jean-Pierre Chevènement a donné une interview sur Europe 1, une entrevue, dans laquelle il dit que l'affaire Dreyfus a commencé de la même manière que l'affaire DSK. Dans un Sofitel? Oui, à New York. Ah la vache. Louis Dreyfus. Ouais. Comme quoi, on est peu de choses. On est peu de choses. Voilà. Non, allez-y, monsieur K, je vous ai coupé. Je trouvais déjà ce point intéressant à relever, c'est que nous sommes déjà dans des stratégies dilatoires.
pour essayer de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. On voit aussi qu'il y a une triple stratégie qui a été mise en place par les avocats coup sur coup. D'abord l'alibi, puis la reconnaissance des faits, mais disant que la femme de chambre était consentante, puis le plaider coupable, parce que évidemment devant les presque 80 printemps que lui promet le procureur de New York, je crois qu'il s'est rangé à une solution plus, comment dirais-je, plus pratique, qui serait de devoir réduire sa peine au maximum en plaidant coupable. Alors, pardon, Gérard. Non, j'allais dire la même chose au Sofitel à Rome, et effectivement, c'était pas une DSK, mais une Berlusconi, et finalement, ça vous fait gagner des points dans les sondages. Oui. Alors oui, l'Atlantique nous sépare sur ce point, mais en même temps, j'ai quand même l'impression que la petite qui était avec Berlusconi était un peu moins farouche, ou en tout cas un peu moins désagréable avec Berlusconi que ne l'a été la jeune femme avec DSK. Elle était consentante surtout. Oui, surtout. Mais comme disait un ami tout à l'heure... Un mot sur cette presse française, pardon, votre ami, que disait-il ? Oui, me disait-il une chose assez amusante, il me disait, s'il avait conduit une Porsche en Amérique et sauté une petite soubrette en France, tout le monde aurait applaudi. Et là, le problème, c'est qu'il a fait le contraire. C'est vraiment pas de chance. C'est pas mal, ça. Il est bon, votre ami, il faudrait qu'il vienne. Bon. Un mot de cette presse française quand même qui monte au créneau là. Bon, moins maintenant, mais qui est montée au créneau en disant ces images insoutenables de DSK. Ça ne lui ressemble pas. Voilà. Ça ne lui ressemble pas. Oui, alors, non, mais la presse disant traitant du voyeurisme américain, alors qu'on sait que tous les procès ont la possibilité de... Oui, en attendant, c'est pas sur les chaînes américaines que les images de DSK déconfient au tribunal passent en boucle. Hein. Maté, BFM, iTélé et compagnie, je veux dire, c'est toute la journée. Quoi. Ça, c'est la première chose. Et alors, c'est quand même étrange, il n'y a pas un moment où on évoque la victime, parce qu'il y a quand même une victime dans cette affaire. Ah, alors, il y aurait une victime. Il y aurait, parce que là, oui. Non, complot, attention. Alors, un complot sans victime. Moscovici, c'est complot. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Chevènement, c'est complot. Savant, c'est complot. Jack Lang, Cambadélis, c'est complot. C'est les grands copains de la FNEF. Alors, comme il n'y a pas de fumée l'UNEF. La MNEF. Ah oui, la MNEF, oui. C'est tous les copains. Voilà, alors justement, parlons-en, parce que juste une petite parenthèse. On va replacer pour nos auditeurs les plus jeunes. On parle de cette petite jeune fille, 32 ans quand même. Oui, cette femme qui a été agressée par DSK, mais des affaires DSK, il entraîne c'est pas des casseroles, c'est des cuisines équipées. Absolument. Oh, c'est joli ça. Attendez, il y a l'histoire de la MNEF. Donc, je rappelle pour les plus jeunes, la MNEF était la mutuelle étudiante nationale de France. Voilà, plutôt cornaquée par la gauche. À l'origine, il y en avait qu'une. Il y en a eu deux par la suite. Enfin, la mutuelle tenue par la droite d'affaires est régionalisée, donc c'est la MEP, la MEP. Enfin, par région, le nom change un petit peu. Ouais. La SMEREB, etc. Bon. Mais donc la MNEF était cette mutuelle étudiante qui est quand même qui couvre 1 million d'ayants droit et qui est un véritable trésor de guerre à merci du Parti socialiste, tenu d'ailleurs par Cambadélis et l'UNEF de Cambadélis. Le scandale date des années 80, c'est-à-dire que fin des années 80, début des années 90. Parce que Strauss-Kahn était conseiller juridique de cette mutuelle et Cambadélis était déjà là. Absolument, Cambadélis qui donc était le patron symbolique, si vous voulez, de l'UNEF, UNEF-ID à l'époque qui maintenant a refusionné puisque l'UNEF a été morcelé à un moment donné entre les socialistes et les communistes. L'UNEF-SE à l'époque. Ou l'UNEF tout court et UNEF-ID pour indépendants et démocrates pour les socialistes. Ils ont refusionné, c'est-à-dire que les minots de communistes ont été mis en minorité une fois de plus et ils ont refusionné le syndicat. Et donc cette mutuelle qui contrôlait cette manne considérable, parce qu'il n'y avait que obligation d'adhérer à une mutuelle étudiante, évidemment pour tous les étudiants, il n'y avait que deux possibilités. Oui, j'étais étudiant à cette époque-là, on avait d'ailleurs à gauche ou droite. On était la MEP, nous. Hein. D'ailleurs, je ferai une parenthèse. Il y a eu des initiatives qui ont été montées par le syndicalisme autonome dans les années 90 pour essayer d'imposer dans certaines régions un troisième choix, et ça a fonctionné dans certaines provinces, en particulier dans la région Rhône-Alpes. Et évidemment, c'est intéressant parce qu'on dispose de fonds très importants. Et quand évidemment DSK était conseil de cette MNEF, il prenait des gros chèques tous les ans pour faire des conseils bidons en fait, un peu à la manière dont Julien Drey aussi cornaquait lui, alors SOS Racisme, la Fidèle, qui est le syndicat lycéen, etc. Donc ça, c'est un premier scandale. Il y en a un autre, c'est que DSK est membre d'un club d'entreprise, qui s'appelle le Club d'entreprise, je crois d'ailleurs, dans lesquels il y a la moitié du CAC 40,
et qui est géré de manière très très opaque. Je recommande les auditeurs d'aller sur internet, de taper Strauss-Kahn entreprise, et vous verrez les informations sortir assez rapidement. Si jamais elles ne sont pas enterrées par l'affaire de Meurs qui vient de le frapper. Voilà, mais il y a plusieurs affaires de ce type. En gros, il y a une autre affaire, la principale, j'ai envie de dire, qu'a révélé notre camarade. C'est la cassette. Aussi, il y a la cassette vidéo aussi avec DSK. Il y a la cassette mairie. La fameuse cassette qui montrerait tous les trafics du RPR. Tout à fait. Et que Strauss-Kahn dit avoir égaré dans son salon sous les piles de cassettes vidéo. Oui, bien sûr. Et maintenant, on sait ce qu'il y avait sur les autres cassettes vidéo. Voilà, maintenant on le sait. Maintenant on le sait. Hein. Il y avait. Et puis il y a Nuit chaude à la Barbade. Et puis Prends-moi, j'en peux plus. Et il y a aussi la plus grosse affaire, si je puis dire, qui est sa femme, qui déjà pèse au moins un quintal et pèse également 1 milliard d'euros, au dire d'Emmanuel Ratier. Ouais. Très bonne. La peinture, ça rapporte. Très bon numéro de Faits et Documents d'ailleurs, qui trace un portrait au vitriol de Madame DSK, alias Anne Sinclair, alias Anne Schwartz. Hein, il faut quand même retracer tout ça, qui est effectivement assise sur une fortune. Puisqu'elle est d'une famille de collectionneurs de tableaux qui a fait fortune, disons, en achetant... À New York, encore, à l'époque, voilà. Dans les années 50 et 60. Hein. Et qui a aussi s'est attelé à obtenir des réparations, de récupérer des tableaux qui avaient été égarés, confisqués, volés par les puissances occupantes nazies puis soviétiques. Je sais pas si elle a toujours produit toutes les preuves de sa propriété sur tel ou tel tableau. En tout cas, quoi qu'il en soit, elle posséderait 100 tableaux qui représenteraient en moyenne chacun 30 millions d'euros. Donc voilà, vous faites le calcul. Oui, c'est ce que disait d'ailleurs DSK. Il disait, ma femme m'a mis à l'abri du besoin. Enfin là, il est vraiment. Enfin, du besoin, pardon, financier. Là, il est vraiment à l'abri du besoin. Pour le reste, à mon avis, ça a libéré la bête. Donc voilà, je pense que DSK, c'est, comme je vous le disais, c'est une véritable batterie de casseroles. Donc cette affaire en est une de plus. Sur les affaires de Meurs, Strauss-Kahn, première chose, était connu en France pour cela. Donc quand la presse dit ça ne lui ressemble pas, il se fout littéralement de nous, puisque justement ça lui ressemble bien, puisque il y a au moins une affaire aux États-Unis en cours. Et je rappelle que dès sa prise de fonction au FMI, une première affaire était sortie afin sans doute de le déstabiliser, mais il n'y a pas de fumée sans feu. S'ils l'ont déstabilisé, c'est qu'il y avait des faits avérés pour justement fonder la cabane, si vous voulez. Ouais. Alors deux choses. Il paraît que Monica Lewinsky. Non, c'est pas vrai. C'était juste pour rigoler. Non, une chose très importante. Il y a quand même une journaliste de Libé qui a déclaré il y a 48 heures à la radio sur France Inter, je crois, que dans la rédaction de Libé, ils avaient quand même un mot d'ordre qu'il fallait à tout prix respecter, qui était qu'un journaliste féminin n'allait jamais interviewer seul Dominique Strauss-Kahn. J'arrive pas à dire son nom. DSK, c'est plus facile. Non, mais j'ai du mal avec l'accent du Berry. Et donc, effectivement, il y avait quand même ces espèces de consignes cachées, secrètes, à demi avouées, où on disait quand même, méfiez-vous de la bête. Enfin, il y a l'émission d'Ardisson aussi, là. Surtout quand on voit Askolovitch qui était présent, un lauréat des Bobardos. Ah oui, alors lui, bobardisé. Lui, vraiment, là. Qui vient d'être biographe de DSK. Hein. Ah oui, d'accord, on comprend mieux, là. Donc, on attend Alexandre Arcadi. Il était présent à cette émission de 2007 où on fait des comptes, c'était Tristan Bannon racontait que elle avait subi une tentative de viol. Une tentative, voilà, des outrages. Là, il y a quand même, il y a une lutte. En tout cas, Askolovitch était là et puis il nous raconte honnêtement, j'ai vaguement vu la vidéo sur Internet, peut-être, alors qu'il était présent à l'émission, dans le genre foculisme. Je veux dire, je crois que là aussi, il va décrocher un prix. Alors, très formellement, je crois qu'il s'est qualifié pour les Bobards l'année prochaine. Lui, déjà d'emblée. Il risque un 3/4 de siècle, un petit 3/4 de siècle à l'ombre des barreaux américains. Plus largement, il a démissionné du FMI, c'est une chose acquise. Un Américain fait l'intérim, mais a priori, ça a toujours été un Européen à la tête. Il faut bien mettre une belle marionnette. Jusqu'à nouvel ordre, en tout cas. Sauf que là, le numéro 2 passe numéro 1 et le numéro 2 est américain. Oui, mais a priori, il n'est pas candidat à une élection. C'est ce qu'il a déclaré. Il paraîtrait qu'il était sur le point justement de se retirer. Voilà. C'est Christine Lagarde. Oui, on a entendu parler de la grande jument de Sarkozy. Mais moi, je voudrais revenir un instant sur un autre aspect de cette affaire qui est
finalement parce qu'il faut quand même se poser la question de cette opportunité de faire dégager quelqu'un comme Strauss-Kahn du FMI. Est-ce qu'il y en a une qui pourra étayer non pas la thèse d'un complot, mais la thèse d'une bonne manip pour nettoyer la place, ou pas? On pense tous évidemment à Sarkozy qui est son principal concurrent pour la présidentielle. Je ne sais pas s'il est le plus intéressé. Je crois qu'il n'est pas le plus intéressé à l'affaire. D'autre part, cette affaire l'embarrasse considérablement à l'extérieur, faut bien reconnaître. D'autre part, si jamais Strauss-Kahn réussissait, parce qu'on ne pouvait pas prévoir, à quitter le territoire américain en faisant le coup du Polanski. Le coup du Polanski. Maintenant, c'est ce qu'on appelle the Polanski golpe. Voilà. Eh bien, il serait quand même très très embarrassé s'il devait venir en France. J'imagine qu'il choisirait comme Polanski d'aller en Suisse. Confronté à une demande d'extradition. Et oui, donc c'est quand même embarrassant. Je ne vois pas profiter vraiment de cette affaire. C'est vraiment un embarras plus qu'autre chose. Alors, Martine Aubry est-elle en mesure de faire un coup comme ça? Je ne le crois pas. En revanche, est-ce que les gens du FMI n'ont pas intérêt à discréditer durablement un dirigeant européen? Les Américains, tout simplement. Je crois. Ça, surtout par rapport à la théorie de ce que voulait faire, ou ce qu'avait commencé à faire Strauss-Kahn, en tous les cas, puisque ce que j'ai entendu il y a peu, il avait commencé à faire quelque chose. C'est quand même extraordinaire. Il s'occuper du cas grec, je crois. Voilà, alors, ce monsieur est à la tête du FMI depuis 4 ans, là, c'est ça? Et il avait juste commencé à travailler. Donc courage, on tient le bon bout. Alors, par contre, mais je reviens là-dessus juste pour finir. Par rapport à ce que disait PGL, oui, c'est ça. C'est par rapport au cas grec. On peut quand même s'inquiéter sur le Portugal, l'Irlande, la Grèce derrière. On va y venir. Et la Grande-Bretagne. On va y venir, messieurs. On va en discuter parce que c'est une des conséquences aussi. Par contre, si on fait un bilan plus ou moins objectif, on peut quand même dire que avant l'arrivée de DSK, le FMI, c'était un peu le fond des chaussettes, on n'en parlait pas trop. Aujourd'hui, on en parle tout le temps. D'accord, il y a la crise. C'était le fond des chaussettes, aujourd'hui, c'était le fond du slip. Bon, au secours. Ça va pas être facile ce soir. Faut dire qu'avec DSK, on tombe bien bas. Le FMI est aujourd'hui un organe qui est quand même... faut dire qu'on en parle parce qu'il y a eu la crise monétaire. C'est-à-dire que le FMI a pour fonction, n'est-ce pas, de prendre les pays en faillite. Rappelons ce qu'est le FMI, et de les mettre en coupe réglée. Voilà. En gros, c'est un huissier mondial. C'est le mec qui vous prête du pognon et qui vient chez vous expliquer comment il faut changer. C'est marrant, j'allais penser à Bernard Tapie Finance, mais à l'échelle planétaire. C'est un peu ça, quoi. Il vient chez vous et vous explique comment on va tout changer chez vous pour que ça ressemble plutôt à chez lui, quoi. On va déréguler, sinistrer les services publics. Et chez lui, c'est où alors, ce qui est intéressant, c'est que là, les Grecs, justement, on n'en parle pas, mais moi, je regrette presque qu'il n'ait pas été candidat pour le Parti Socialiste parce que si on avait simplement eu l'amabilité d'interroger les Grecs sur ce que DSK leur a fait, je pense qu'on en aurait appris pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Grèce, il a saigné aux 4 veines comme faisaient les médecins du temps de Molière, et il lui a dit, il allait leur dire dans quelques mois, vous êtes morts, mais vous êtes morts guéris. C'est-à-dire que en refusant au pays guéri vivant, je sais pas trop. En leur demandant en fait de renoncer à la possibilité de la banqueroute, ils les mettent en fait à l'amende ad vitam, quoi. Sous perfusion, perfusion ad vitam aeternam, quoi. Et regardez qui ont été les premiers frappés en Grèce, les fonctionnaires, les deuxièmes, les retraités. Ouais, ça a été terrible pour eux. Donc ça veut dire qu'il y a pas, en fait, il y a une vraie dynamique anti-sociale d'une part et anti-étatique de l'autre. C'est-à-dire que le FMI est véritablement le bras armé de l'idéologie ultralibérale qui domine le monde depuis maintenant une 30aine d'années et qui nous avait déjà valu la crise alimentaire puisqu'on avait commoditisé, si vous voulez, le blé, le riz, etc. En faisant des produits financiers, on avait en fait spéculé on avait spéculé ce qu'on a sous la Révolution on appelait de la concussion et ça valait d'être raccourci et d'être coupé en 2 morceaux. Voilà, c'est tout. Ce que font ces gens en fait, c'est de la concussion. C'est de la concussion, et donc, ce mec-là, c'est le concussionnaire en chef. Donc, voilà. Si on doit conclure sur cet aspect complot, non. Non, moi je n'y crois pas. Je crois en revanche. C'est une belle affaire. Oui, je crois en revanche. Bon, il y a un vrai fond de l'affaire, c'est que là il y a vraiment il y a des biscuits là. Hein, le procureur a vraiment il y a du matos là. Il y a un peu de boulot. Oui, il y a tout. Il y a des traces ADN. Voilà. Qui dit traces ADN dit. Enfin bref. Et d'ailleurs, il a fallu aller chercher dans des endroits vraiment encombrés, etc. Bon, bref. C'est terrible. Mais donc ils ont des biscuits, mais n'empêche que c'est comme le dit Monsieur Vaudan. Enfin, c'est une belle affaire et il y a quand même quelqu'un à qui ça profite. Moi, ce que je crois, c'est que c'est à la fois
une vraie affaire, il y a un fond, on peut aller au fond, là, regarder. Et que ce coup-ci, ils ont décidé de pas la taire. Et oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'ils auraient pu intervenir plus tôt sur d'autres affaires, il était en fait en incapacité de prendre ses fonctions au moment où il a été nommé, déjà. Seulement, je pense que, il faudrait qu'on continue de creuser un peu, mais je pense qu'il y a une opportunité de la sortir, voilà. De ce monsieur, quand on pèse 1 milliard d'euros, on peut violer qui on veut, je pense. Mais vraiment. On vit dans un monde où tout s'achète, où la vie humaine vaut à peu près $5. Hein. Un être humain en pièces détachées vaut à peu près $5 sur le marché mondial. Donc, je pense que quand on a 1 milliard d'euros, on peut violer qui on veut. Si il a fait cette erreur, c'est parce que justement il se pense au-dessus des lois. D'ailleurs, il n'est pas le seul à le penser, puisqu'apparemment BHL le croit aussi. BHL a dit qu'on ne traite pas le président du FMI comme Monsieur Tout le Monde. Le Superman des pédophiles et des violeurs, BHL. Oui. C'est quand même... J'attends d'ailleurs la sortie de Monsieur Finkielkraut, qui ne saura tarder de se jeter dans la mêlée pour parler de des soifs de lynchage d'Internet. Enfin, ça va tomber sous peu là. Sans faire de mauvais esprit, il y a quand même un paquet de noms berrichons ce soir. Bref, ceci dit, on a verrouillé cette histoire de complot qui n'en est pas une. On a vu que le PS quand même manœuvrait lourdement pour essayer de trouver une porte de sortie. Alors c'est qui ? Marine Le Pen, je crois. Oui, mais les socialistes nationales, c'est pas tout à fait pareil. Non, sérieusement, le père Hollande. Non, ils sont en incapacité de profiter de cette affaire. Je pense que là, ils ont pris tous collectivement une énorme rousse, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs personne ne témoigne de trop de satisfaction. Moi, je m'attendais à voir certains des classiques du PS sauter sur l'occasion pour essayer de prendre une avance, et en fait, on s'aperçoit que ce soir, c'était qu'est-ce que je dis, il y a 3 jours, c'était le vote pour les primaires au Parti socialiste, et moi, j'ai vu les mines déconfites des gens de la permanence du 5e arrondissement. Ils se sentent très très mal barrés. Et là, on sent qu'il y a l'UMP a pris une grosse avance. Donc, profite le crime. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle ici personne n'a gagné à cette affaire. Ouais. D'où, si quelqu'un profite, je pense que c'est plutôt du côté des Américains qu'il faudrait chercher. Okay. Justement, quand on lit ces articles sur le net, notamment, je crois, l'ami Robert Stöckers a pondu un texte tout à fait stimulant il y a quelques jours. On évoque l'hypothèse peut-être d'un coup américain, profitant bien sûr des faiblesses que tout le monde connaissait de DSK, pour virer légitimement les Européens du FMI et mettre à la place des représentants des pays émergents, dont certains sont dans le sillage de Washington, notamment les Indiens, entre autres, et en fait de compte, mettre aussi une hypothèque sur l'euro et compromettre peut-être une politique que Strauss-Kahn aurait pu justement vouloir keynésienne, c'est-à-dire en fin de compte lever un petit peu le pied pour recontrôler un petit peu une situation qui échappe. En fin de compte, ce serait, là c'est ce qui transparaît de l'article, mais aussi... Une lutte entre 2 clans. Voilà, des luttes entre les clans de l'oligarchie, un peu comme on a eu les néoconservateurs aux États-Unis, et puis les partisans de Brzezinski, qui étaient pour une méthode plus douce. Donc là, ce serait peut-être aussi... Il y aurait peut-être à creuser ce côté-là. Maintenant, on doit rester au conditionnel. Je pense simplement qu'on ne doit pas évacuer trop vite une telle hypothèse. Si vous permettez, il y a un point qui me semble très important dans ce que dit Robert Stöckers dans cet article. On peut se le procurer, je suppose, sur Internet, sur son site Eurosynergie. Eurosynergie, bien sûr. C'est le point de l'arrivée en fait du tiers-monde. C'est-à-dire qu'il y a une véritable idéologie presque New Age qui est poussée dans certains cénacles proches de l'ONU, etc., pour essayer d'intégrer au maximum les élites en fait l'oligarchie des pays du tiers-monde qui pèsent quand même la Chine 1 milliard, l'Inde presque autant, voilà. Donc il y a une vraie logique, et je crois également sur la question de l'euro, que les Américains, c'est une question de survie pour eux, de voir l'Europe en fait prendre un peu le bouillon, parce que ils sont vraiment à l'extrême limite du grand tsunami financier qui arrive. Avec leurs dettes. Avec tout le pognon qui a été balancé au moment en fait de la crise financière de 2008. Ouais. Et en fait tout cela n'a fait qu'alimenter l'incendie. Et on a l'impression qu'il y a une petite reprise, etc. Alors qu'en fait les gens ressentent déjà que ça n'a pas beaucoup frémi. Et d'autre part, 2012, l'automne 2012 sera extrêmement chaud, et je parle ici en Europe. Moi, je pense que ça c'est un verrou. Je pense que DSK était un verrou en vue de cette crise. J'allais vous proposer, messieurs K, comme chaque année, en septembre-octobre, on fait chaque fois notre petit point financier international. Je pense que cette année c'est on ne peut plus important, donc on se donnera rendez-vous pour décrypter pendant 1h30 cette affaire-là, les suites. Alors,
plus précisément, on va s'intéresser à l'Europe et ça me permet la transition. On en parlait tout à l'heure. Le bouillon, la Grèce le prend, le Portugal est en train de le prendre. Les manifestations de ces derniers jours en Espagne montrent que l'Espagne a les pieds dans l'eau. L'Irlande surnage et on se demande comment. J'ai vu un camarade il y a pas très longtemps qui vit à Dublin. Il m'a dit que c'était quand même, on était au bord de l'effondrement. Que nous arrive-t-il et que va-t-il se passer? Une guerre civile européenne des émeutes. Première chose, c'est que l'Irlande était il y a 3 ans. 4 ans maintenant, le fleuron, le dragon européen, enfin c'était vraiment le Singapour. Dragon celtique. Ouais, le dragon celtique, c'était le Singapour européen, c'était une chose vraiment, voilà, un miracle économique. Bon, on a vu que l'économie de service ne résiste pas en fait aux secousses. La France résiste plutôt mieux parce qu'on est un pays quand même avec un tissu économique quand même assez provincial, avec des entreprises de taille moyenne et de très nombreuses petites entreprises. TPE, PME, beaucoup. Qui font en fait tenir les familles. Plus de 800 voilà, 000. et qui font tenir les familles parce que et puis il y a la fonction publique évidemment qui est le grand refuge où il y a quand même la moitié du pays qui s'abrite. J'ai un chiffre là-dessus, je vous interromps 2 secondes. 35% des moins de 25 ans rêvent de devenir fonctionnaire. Mais non, mais je les comprends. Enfin, je le regrette. Vive la révolution. Je pense que c'est pas un rêve de jeune. On parle même pas des retraites. C'est pas un rêve de jeunes gens d'être fonctionnaire, mais il n'en demeure pas moins que ça contribue au modèle français avec c'est selon moi un véritable poids que porte la nation parce que ça l'empêche d'être plus productif, plus créative, mais il n'en demeure pas moins que ça nous protège malgré tout dans la crise. Et on voit qu'en Irlande c'est 2 boulots, tout le monde a 2 boulots, mais même du temps de quand ça faisait Flores, hein, tout le monde avait 2 boulots, tout le monde mais à l'époque on gagnait. Voilà, là c'est 2 boulots pour survivre. Voilà, absolument. Et en fait ce qui nous attend en fait c'est le scénario argentin, ce qui est en train de commencer de vivre le monde grec. On a oublié, c'est ça qui est étonnant. L'Argentine est tombée et a eu les jambes coupées en quelques semaines. Les gens faisaient la queue devant l'ambassade d'Italie, du Japon. Il faut rappeler quand même ce qui s'est passé en Argentine parce que chez leurs grands-parents. C'est quand même assez extraordinaire. On a vu des cadres supérieurs devenir cireurs de chaussures en quelques semaines. Hein. Bien sûr. Et c'est des choses qu'on a. C'est des images qui sont pas très vieilles. Ça date de quand la crise argentine? Début des années 2001, je crois. Enfin, ça a été un peu éclipsé par l'actualité. Le tout début de la décennie 2000. Mais l'Argentine s'est relevée de cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire quand on est en surendettement, on dit ok, stop, on arrête. On arrête les frais, on arrête de vivre au-dessus de ses moyens, on arrête de s'endetter. Bon, la solution, qui était la seule solution possible, aurait été d'arrêter d'emprunter sur les marchés monétaires mondiaux. Oui, mais comme pour tous les pays d'Europe. C'est ce dont a parlé Soral, ce dont a commencé par les marines, mais qui en réalité est connu des gens qui de la résistance nationale depuis je sais pas, avant même ma naissance, depuis 40 ans, c'est la question monétaire. Les créditistes passent pour des fous furieux et une petite secte d'illuminés, mais il n'en demeure pas moins que depuis 100 ans, ils ont raison. Chesterton disait pas autre chose, lui qui était proche de ces milieux. Et qu'est-ce que c'est que l'idée créditiste? C'est d'arrêter de payer de l'argent qui n'existe pas. C'est tout. Là, on emprunte de l'argent sur les marchés mondiaux à 4%, pour qu'ensuite ils nous le reprêtent à plus cher. En gros, on peut pas rembourser une dette. On peut pas rembourser la dette puisque l'argent qu'ils créent, c'est avec de l'argent qu'ils créent eux qu'on rembourse leur dette. Donc il y aura toujours une différence entre l'argent. C'est Madoff à l'échelle planétaire, quoi. C'est Madoff à l'échelle planétaire. Et en fait, il faut nécessairement que les gens se retrouvent Madoff, sur la paille. Il a déjà pris une échelle planétaire. Et si vous prenez cela à une échelle très longue de temps, tout le monde se retrouve in fine sur la paille parce que il y a toujours de l'argent à rembourser. Donc voilà, c'est ce que Blois appelait le sang du pauvre, et il faut arrêter de se faire vampiriser. Surtout, on se rend compte que c'est un modus operandi du système aujourd'hui. Oui. Le fonctionnement de la dette, c'est la raison d'être du système et sa manière de fonctionner. Donc la recommandation que je ferai à tout le monde, c'est sortir du crédit autant que possible, donc pas de carte de crédit, essayer de vivre en ayant un découvert le plus petit possible, ne pas prendre de carte de crédit, comme ça, de consommation. Évidemment pas de crédit revolving, éviter en fait, si on enlève toutes les dépenses superfétatoires du type télévision, DVD, etc., on arrive très très rapidement à vivre en rééquilibrant nos budgets familiaux sur ce que pratiquaient nos grands-parents, c'est-à-dire les principaux postes de dépenses, ça doit être le logement, la nourriture, le vêtement, voilà. Sorti de ça, le transport évidemment, mais sorti de ça, et les gars, je rajoute les armes. Hein. Les dépenses devraient être le plus légères possible. Pas bien, je tourne, non? Écoutez, c'était pour lier ça à ma question. Vers quoi allons-nous? Parce que, on voit que déjà qu'en Grèce, les manifestations prennent un tour insurrectionnel. Oui.
Ça a dégénéré à Malaga, ça a dégénéré à Cordoue, les manifestations de cette semaine, là. Les gens sont quand même excédés, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. On n'en parle pas trop quand même, hein. C'est vraiment. Enfin, bon, c'est vrai qu'il descale un peu. Écoute, il y a l'effet. Non, mais on n'en parle pas en France. On a la grande Zaza qui fait son tour de chauffe, donc on a du mal. Non, ça fait des mois qu'on tait ce qui se passe en Grèce. Il suffit d'aller dans un kebab pour que le type sur la télé turque, on voit très bien les émeutes j'ai même regardé China TV l'autre jour, ils en parlaient. Oui, non, mais il suffit d'allumer la BBC. China TV, je maîtrise pas la langue de. Non, mais il suffit d'acheter même le Weekly Standard, que sais-je. On parle de ces choses. Il y a qu'en France où on est d'un provincialisme abouti et où on ne parle plus de ce qui est en train de se passer à nos portes. Il suffit de regarder le journal de 13 heures depuis 20 ans, quoi. Je sais plus comment il s'appelle l'animateur là, mais c'est Ricard, Pernod. Pernod, c'est le type qui vous explique comment fabriquer des sifflets qui sifflent quand on est dans le café. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Moi, ce que je crois vraiment, c'est que à l'automne prochain, France gélatineuse. Je vous fais une prédiction. Je reprends mon Monsieur Soleil, Monsieur Icard. Eh bien, je vous le dis, à l'automne prochain, il y aura des incidents de type 2005. Les gens auront sans doute. Mais où ça, chez nous? Non, je le pense. Oui. D'accord. Je dirais. Vous n'êtes pas le seul. Je dirais mi-novembre 2012, on sera dans une situation pré-révolutionnaire, mais authentiquement, insurrectionnelle, quoi. Bon, je vous laisse, je vais acheter des pâtes et du sucre. Hein. Parce que je disais tout à l'heure avec les armes, fourchettes, cuillères. Je l'ai déjà dit à ce micro. Strauss-Kahn tombe, achetez de l'or. Achetez de l'or. Il est au plus haut, achetez. Acheter, ça ne cesse de monter. Moi, j'ai conseillé ça à un copain il y a quelques mois déjà. Il a déjà fait 50 ou 60 euros sur un Napoléon. Alors, vous allez me dire, ouais, on n'est pas des spéculateurs, etc. C'est pas de ça dont il s'agit. Quand il faudra sortir de Paname, il faudra bien payer l'écho, les filles. Hein. Donc, acheter de l'or et acheter des pièces d'argent. Quand on devra traverser la petite Bamako, là. Et acheter aussi des pièces d'argent. Donc, c'est soit du 5 francs Hercule, soit 20 francs Hercule pour l'argent, soit des Napoléons. On en trouve sur eBay, parfois un peu en dessous de la cote mondiale. C'est là qu'il faut acheter. Alors, on vit dans un cocon, on est très loin de cette autarcie que vous préconisez et de ce retour à des valeurs refuges que sont l'or ou l'argent. Je parle là de l'argent, le métal. Hein. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit de rébellion s'est assoupi, c'est définitivement tué dans notre pays? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Vaudin? Mais justement, là, ça nécessite un petit tour de table avant la pause musicale, quand même, les filles. Ce que j'en pense, c'est que c'est un drame national sans nom, mes pauvres amis. Non, parce que c'est... de toute façon, ça rejoint le début de la discussion tout à l'heure. Foncièrement, tant qu'on a un téléviseur, qu'on a le journal de 13 heures, et qu'en plus, une fois que le téléviseur, il est hors service, il est HS, il est cassé. Non, une fois qu'il est tout simplement dépassé, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau modèle, vous pouvez encore consommer, continuer de consommer. Les crédits à la consommation sont là pour faire taire le peuple. C'est aussi simple que ça. Et en plus, vous pouvez continuer de vous nourrir. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est extrêmement bien fait. Le prix de la nourriture, vous avez la possibilité d'acheter de la nourriture, de la sous-nourriture, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des chaînes de supermarchés qui vous vendent de la daube. Il n'y a pas d'autre mot. Oui. De la daube en boîte, mais c'est pas cher. Donc, je peux continuer de regarder la télé, je peux continuer de surfer sur Internet, parce que ça c'est indispensable, sinon je ne survis pas. J'ai mon écran plat et tout ce qui va avec, et en plus, je peux quand même continuer de filer à manger à mes mômes, finalement, ou de me nourrir, ouais, voilà. Je mange même plus, je me nourris. Donc, je survis. Donc finalement, non, il n'y aura pas de révolution ici. Bon, c'est quand même monsieur PGL. Oh, moi, je me garderais bien de me prononcer. Simplement, je pense que tout est possible. Et tout est possible. Simplement, c'est vrai que quand on jette un regard sur l'angle historique, on s'aperçoit que la capacité, enfin le seuil limite s'abaisse de plus en plus. Et je pense que nos ancêtres, nos aïeux avaient des capacités de réaction qui étaient supérieures aux nôtres. Et je pense, on peut pas refaire l'histoire, on peut pas aussi se projeter trop facilement dans l'avenir, mais il n'est pas impossible que nos ancêtres se soient révoltés depuis un petit moment déjà. Et là, je crois qu'on oublie un petit peu ce paramètre, c'est qu'il y a quand même une mutation anthropologique, une récession, une évolution anthropologique de l'espèce. Là, on est sur un plan biologique et puis culturel, qui fait que lorsqu'on voit les jeunes générations, sortent de néo-mutants complètement connectés ou déconnectés, ça dépend sur quel plan on se place. Je crois que ce sont des paramètres qu'on ne prend pas suffisamment en compte.
Au-delà des aspects sociaux, des aspects culturels et politiques, on a aussi cette réalité, une réalité qui apparaît avec éclat depuis déjà un peu plus d'une décennie. Et il suffit d'avoir une profession qui vous met en première ligne, et c'est mon cas, pour voir que quand même. Les choses sont loin d'être gagnées que. Oui, tout le monde n'est pas épicier à Barbès, c'est ça. Non, c'est clair. Non, mais bon, là, ce sont des paramètres qui sont à prendre en compte. C'est pas des champs de. Oui, sauf des lignes de force. J'ai envie de dire, ça pique un petit peu. Effectivement. Vite, parce que je voudrais quand même qu'on fasse la pause musicale. Très rapidement. Oui, effectivement, ça pique un petit peu quand on est en première ligne, c'est vrai. Sauf que j'ai envie de dire, et alors, que se passe-t-il ? Eh bien, j'ai envie de dire. Marine Le Pen. Eh bien justement, on va débattre de tout ça après la pause musicale. C'est une très bonne transition. Alors, pour cette première pause musicale, je voulais vous faire part d'une découverte récente, mais très positive. Elle s'appelle Agnès Obel. Son premier album s'appelle Philharmonics. Elle a un visage parfaitement magnifique sur cette couverture. Elle chante de manière minimaliste. J'engage tous les auditeurs à écouter tout ça. Vous trouvez son album évidemment un peu partout. Et nous allons écouter le titre Riverside. À tout de suite. Everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs. Look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. Somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep. And I don't know why I go the way. When that old river runs past your eyes, to wash out the dirt on the riverside. Go to the water so very near, the river will be your eyes and ears. I'll walk to the borders on my own, fall in the water just like a stone. Chill to the marrow in them bones. Why do I go here all alone? Oh my
Alors, de retour après cette pause... C'était très bien. Lyrico-aérienne. Pour parler de choses... Alors moi, j'avais bien envie qu'on parle un petit peu du versant oriental des affaires planétaires, hein, Ben Laden, la Libye, la Syrie, etc. Mais puisque vous avez lancé le débat, Gérard... Gérard hein, j'adore ce truc. Bon, on va arrêter là. Gérard, parce que vous avez lancé le débat avec la copine Marine. On va donc parler de cette affaire, hein, parce que là, quand même, il y a des sondages ces 2-3 derniers jours qui la mettent au panier, à 17-18%, là, les sondages récents. Attendons de la voir un peu commenter l'affaire DSK. Non, mais moi, ça me fait... Enfin, les sondages ne commentent que les sondages, on est bien d'accord tous. Hein, un coup, on la met à 29, un coup à 17. Hein, c'est la presse qui fait et défait les montées et les descentes. Il n'empêche que du côté de la place Beauvau, on a des petites louches de sueur qui descendent on rigole dans le dos parce que et ça on n'avait pas forcément prévu. Il y a quand même un 2,5 points par mois depuis janvier, hein, à peu près constant et à peu près 17 ou 18 000 adhésions depuis janvier de la même manière, voire même peut-être un peu plus. Alors qu'est-ce que c'est que ce phénomène, Marine Le Pen? Comment peut-on analyser cette affaire-là? D'aucuns disent ouais, ben c'est le système qui lui permet de grimper. On fait comme Alain Soral sort de ce corps. Non. Il est passé ici il y a quelque temps, mais je ne me fais pas l'écho de son affaire. Mais voilà ce qu'on entend. C'est un peu le coup du Tour de France, quoi. On envoie un mec fatiguer tout le monde, et puis après on sort les vrais champions du peloton, quoi. Le mec en l'occurrence là c'est Marine, mais on envoie un coureur perdu, quoi, qui finira dans le fond du classement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je constate plusieurs choses. D'abord, c'est très intéressant en interne. J'ai lu un peu la littérature de Monsieur Monza, qui, je crois, d'ailleurs, cette semaine s'est fait... je crois qu'il est en photo. Il faut l'appeler par son nom, maintenant. René Scherer. René. Il s'appelle pas René, il s'appelle Denis Scherer. Il a été outé. Oui. Autant pour moi. Oui. C'est papa. Bon, Denis, salut à toi. Denis, c'est fini pour toi la carrière de photographe. Voilà, Denis, maintenant, on sait que tu bosses pour Reflex et que tu fais de belles photos. Donc si on te croise, on te fera l'amour. Et en mode DSK. En mode DSK. Et non, mais je pensais aussi cours. aux deux animateurs de ce blog assez croustillant qui s'appelle Droite Extrême du Monde, là. Donc j'ai passé un peu de temps à explorer tout ça. Bon, j'ai pris un peu quelques ça pique un peu les yeux, hein, j'avoue. Mais là où la bêtise de ce qui est écrit ou... Non, mais il y a des choses intéressantes malgré tout. C'est ça que je voudrais souligner, c'est la chasse de Marine lancée contre les types de l'œuvre française, la dénonciation d'un de ses, je crois, victorieux candidats au cantonal, puisqu'il a été éjecté alors qu'il était un des 2 ou 3 seuls élus. C'est intéressant. La méthode qui est employée, la manière dont en fait ça l'aide à se désamianter, je trouve que c'est une très belle manœuvre. C'est fait évidemment sans gants, hein, ils ont enlevé les gants, mais je remarque quand même que dans son sillage il y a encore quelques mauvais larrons. Encore que justement les blogueurs en question s'inquiètent de leur sort. Je pense ici au match de Nantes, comment s'appelle-t-il déjà, Christian Boucher. Oui. Je pense également à quelqu'un comme Maillard de Reims, qui est dans le collimateur d'après ses blogueurs aussi. Et je crois qu'une fois que Marine aura fini en fait de nettoyer les écuries d'Augias, il lui restera encore à entretenir une petite flamme allumée à sa droite avec les identitaires. Si elle manœuvre bien, elle se situera dans un parti de droite de gouvernement. Alors, et c'est pas le vœu qu'a exprimé Droite Populaire par la bouche de Marcani, pas de Marcani, l'autre, son séide là. Attendez. Là j'ai un trou, comme dirait DSK. Non, c'est pas Marcani, c'est l'autre porte-parole de Droite Populaire. Alors Droite Populaire pour nos auditeurs, c'est la frange dure de l'UMP. Voilà. Qui sont à la fois très droitiers et très sarkozystes. Pour moi, Vanest, c'est pas Vanest. Non, c'est pas Vanest. Vanest en est, mais c'est pas lui. Voilà, c'était Vanest. Merci. C'est pas le co-dirigeant de cette mouvance. C'est un de ceux qui a le plus de surface. Hein. Mais c'était Vanest dans la presse qui disait que de toute façon, le processus de diabolisation allait conduire Marine à peut-être à penser à une évolution à la Gianfranco Fini. C'est sûr. Et au MSI italien qui est devenu Alleanza Nazionale. Mais pour moi, c'est pas du tout de ça à quoi on assiste. En fait, Marine Le Pen. Je pense qu'il se trompe quand même, non? Non, moi je pense que Marine Le Pen en fait est sortie complètement de ce schéma-là et que Marine Le Pen en fait aujourd'hui incarne. Et ça, c'est dû à la sociologie de son parti, de ses électeurs, parce que les militants, tout ça, c'est pot de balle.
c'est le seul les électeurs comptent. On a bien vu là au 1er mai, ils étaient 4000, c'est dérisoire, c'est même pas le volume des années 80. Donc en fait, ce qui compte maintenant pour Marine, c'est les électeurs. Et aujourd'hui, elle est un parti sans militants, quasiment sans cadre, de gauche patriotique et révolutionnaire, mais qui n'est plus d'extrême droite, ça c'est pour moi c'est très clair. Le fait qu'elle ait choisi comme ligne de fracture l'œuvre française, c'est pas tellement que c'était que des Golnichiens et que c'était la Fédération du Rhône qui était très forte autour de lui, etc. C'est pas ça. Ça c'est secondaire parce qu'elle a déjà gagné la Manche contre Golnisch. Il ne s'agit pas de se dégager des derniers reliquats de ce royaume en déroute qui était le Golnischland, si vous voulez, de Rhône-Alpes. C'est véritablement pour moi une guerre idéologique qu'elle a lancée contre la droite rance, en gros Vichy-Alger, quoi. Voilà. Et pour moi, c'est une condition idéologique pour devenir le vrai parti de gauche nationale qu'elle est en train de bâtir. Très intéressante analyse qui recoupe certaines des analyses qu'on a pu lire. On parlait d'Emmanuel Laratier tout à l'heure qui disait qu'elle était en train de fonder le seul populisme antilibéral d'Europe. Absolument. C'est une nécessité française. Je crois que il faut lire le bouquin d'Emmanuel Broustier qui s'appelle Voyage au bout de la droite, qui est très intéressant. Dont on parle depuis quelques semaines d'ailleurs. Hein. Il a eu des papiers partout. Ouais, je l'ai vu citer un peu partout. Vous l'avez lu ? Oui, je l'ai lu. Il a fait une double page dans Le Monde. Il a eu des entretiens un peu partout. Il est passé à la télévision. Il est passé chez Alors, TDI. un verdict sur cet ouvrage ? Bah, écoutez, c'est très intéressant. L'analyse est très, très, très forte. Elle a quelques fragilités d'après moi parce qu'il a une tendance à grossir les effets un peu à la manière d'une loupe. Mais la thèse se tient. Et la thèse principale, c'est la constitution en fait d'un électorat mobile entre l'UMP et le Front National, qui est dans les périphéries des grandes villes, donc principalement Paris et Lyon. Donc vraiment la large périphérie, il faut prendre un compas et tracer 100 km autour de Paris et de Lyon pour retrouver cet électorat. Et c'est un électorat mobile entre les deux formations, mais qui est un électorat en fait des perdants de la mondialisation, si vous voulez. Et c'est l'électorat. On parle de qui là, c'est l'électorat la classe moyenne. C'est les classes moyennes habitant dans des pavillons et inquiètes de leur sécurité et de la prospérité de leurs enfants. Voilà, c'est vraiment ce qu'il appelle lui des paniques morales qui l'agitent. Donc c'est la question de l'islamisation, c'est la question de la perte des droits, enfin de l'égalité des droits hommes-femmes, la relégation des femmes que prône l'islam les inquiète énormément. En fait, ce qu'ils veulent, c'est un peu sur le modèle, si vous voulez, de ce qu'il appelle lui les libertaires sécuritaires de type Pim Fortuyn, mais en beaucoup plus atténué, avec des dimensions plus conservatrices eu égard à la famille. C'est on avait à cette antenne d'ailleurs évoqué, vous vous en souvenez, on avait discuté, monsieur Carin, l'ethno-libéralisme. C'est un peu ça. Mais, mais l'ethnolibéralisme alpin, c'est un modèle qu'analyse Broustier très bien dans son livre. Donc c'est vraiment ce que j'appelle la droite lotharingienne. Donc c'est Ligue du Nord donc en passant par Alsace d'abord, etc. UDC, etc. jusqu'à Bélang et en prenant les Autrichiens et jusqu'à la Hollande. Donc Pim Fortuyn, cette droite lotharingienne ne concerne pas la France. Le modèle français sera forcément, et je le regrette, mais sera forcément un modèle de type jacobin et avec plutôt un imaginaire de gauche. C'est la raison pour laquelle Marine Le Pen maintenant a complètement absorbé la symbolique gaulliste, parce que De Gaulle avait de toute façon lui-même un imaginaire de gauche, les soldats de l'an 2, etc. Il lui-même était d'ailleurs, comme l'analyse très justement, révolutionnaire. Oui, révolutionnaire, républicain et universaliste. Et en fait assez déraciné pour tout dire. Moi je regrette qu'il n'y ait pas possibilité d'une constitution d'une droite alpine en France, mais je crois qu'il faudra enterrer là nos joyeuses songeries dont on a ici parlé à ce micro avec PGL il y a quelques mois encore, lorsqu'on les évoquions justement le haut adige à ce micro. D'accord, très bien. Pour en finir avec cette affaire-là, comment s'appelle-t-il ? Vive Le Pen. Robert Ménard, parce que ça, vous l'avez quand même utilisé, la panique morale. Ouais. Lui, c'est un professionnel. L'expression. Donc Robert Ménard, lui, s'insurgeait dans une émission qui est passée 10 jours, je crois. Complément d'enquête ou je ne sais plus quoi sur l'extrême droite, Skinhead, Marine Le Pen, Serge A. Enfin bref. Tout un tas de gens qui sont passés à la télévision censés faire peur à tout le monde, certains d'ailleurs servant de repoussoir à d'autres, et Ménard dans son interview s'insurge en disant mais arrêtez de dire que les gens ont peur, les gens sont en colère. Alors la thèse médiatico-politique, c'est de dire que l'électorat du Front National est un électorat de peur. Et il y a quelques voix discordantes, comme celle de Ménard, mais c'est pas la seule, qui parle d'une réelle colère, en fait, que toutes ces inquiétudes se sont muées en colère. Et il y a quelques jours, dans un papier, un journaliste disait « Regardez,
on se délecte du DSK à la télé qui tombe, c'est pas de la peur, ça c'est de la joie et de la colère. Ah, bien sûr. On fait tomber un gros, tant mieux. Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'on est dans un électorat de peur, comme le dit le système, ou est-ce qu'on est dans un électorat en colère? Je sais pas ce que vous en pensez, Bon, monsieur je crois PGN. qu'il faut arrêter avec la rhétorique de la peur. Ça, c'est une vieille antienne qu'on nous sert déjà depuis des décennies. On est frileux, on est replié sur nous-mêmes, on se bunkérise face La peur de l'autre. La peur de l'autre, voilà. Donc, on est vraiment dans cette rhétorique sidérante et lénifiante. Il y a qu'à lire la presse en longueur de Et journée. ce qui n'enlève pas les inquiétudes que soulignait Monsieur K. Ah non. L'inquiétude de on l'avenir, peut c'est autre être chose. inquiet. Et d'ailleurs, tout est fait. C'est le concept de société du risque de Ulrich Beck. Donc, c'est vrai qu'on vit de société du risque avec une menace qui est toujours diffuse, qui n'est jamais vraiment totalement identifiée. On est face à un système sans âme, sans tête, qui est issu de l'hypertrophie de la bureaucratie française, de son côté, qui n'est plus incarné, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime. Donc, on est à la fois dans en fait le résultat d'un processus historique, et puis voilà, et surtout d'une rhétorique qui est bien huilée et qui est employée par les séides du système, voilà, pour essayer de cacher, en fin de compte, les véritables ressorts des mouvements en cours. Effectivement, il y a une colère qui gronde, ça c'est clair. Quand on voit DSK, beaucoup de gens se réjouissent, en fait. Voilà, un gros, quelqu'un qui se croyait inatteignable, quelqu'un qui a succombé à un vertige de puissance, qui tombe, qui se retrouve convoqué dans un commissariat miteux, finalement comme tout le monde, voilà. Avec Moi, les fers aux pieds. voilà, qui rase les murs pour regarder si j'ai pas un flic à droite ou gauche qui est là, les yeux braqués sur son compteur, parce que je peux pas perdre les 2-3 points qui me feront perdre mon permis et qui me feront foutre au chômage parce que j'aurai plus mon instrument pour dépasser. Voilà, on en est là. Mais il faut arrêter les excès de vitesse, mon cher PGL aussi. C'est de vitesse, oui, 51,2 km/h. Voilà. Excès de vitesse. Ça c'est pour nous. Alors, on va clore. Monsieur Vaudan, non? On va clore. Oui, Gérard, une analyse parce que sinon on a encore plein de choses à voir. Ouais, non, moi je suis très dubitatif. C'est assez intéressant ce que dit K, effectivement. Par contre, après, moi je reste dubitatif sur la colère. Oui, moi je pense que Marine Le Pen, elle attire à elle tout un tas de gens qui effectivement étaient rebutés par son père, ça c'est évident. Et puis elle focalise une certaine colère, mais le problème c'est que foncièrement ça va pas aller plus loin que ça. Le problème c'est pourquoi faire. Et vont faire quoi? Voilà. Alors après, non, mais foncièrement, le système laissera-t-il jusqu'où la laissera-t-il aller? Voilà. Voilà. Donc, ayant vu quelques dizaines d'années passées, je me dis à chaque fois quand même, ça va pas très très loin tout ça. Alors là, ça va un petit peu plus loin que d'habitude. Je vous l'accorde. Sauf que vous regardez autour de vous, vous avez des gens dans votre famille, vous avez des gens à votre travail qui jamais ne se seraient lâchés comme ils se lâchent, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai vu ça en 2002. J'ai déjà vu ça en 2002. Ouais. Et ça a duré 15 jours, on s'est bien marré. Dans la même mesure moi, je crois qu'il y a vraiment, il faut. Bon, le problème, c'est de fréquenter des vieux militants, c'est toujours pareil. Ils ont raison de mettre en garde contre mais il y a quand même une situation nouvelle. Ouais. Il y a une vraie nouveauté de la situation, c'est la première chose. C'est vrai que moi je sens qu'il y a un élan de libération de la parole qui est sûrement supérieur. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Vaudan, il y a une vraie, c'est une redite, mais il y a une vraie nouveauté aussi de la situation, c'est plus son père. Et moi je suis d'accord avec vous, ça n'ira pas très loin parce que je le crains, le système ne la laissera pas filer. Moi j'appelle ça l'effet Marine, c'est ma copine. Mais il y a quand même une chose que je voudrais dire à ce sujet sur la peur. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Monsieur PGL à l'instant sur la rhétorique de la peur. Il n'en demeure pas moins que pour avoir fréquenté récemment des gens qui n'ont absolument aucune conscience politique et qui vivent dans des pavillons de province. C'est-à-dire 90% de la population. Je les ai vus, ils ont peur. Non mais les mecs en haut, ils ont raison. Ils essaient de maquiller, mais ils ont peur. Et les mecs, ils ont peur. Et maintenant, ils commencent à en avoir plein le cul. Ils vont rien faire. K a été vulgaire, chers auditeurs. On mettra des bips dans le podcast. Non, c'était une citation de maître Tyler Durden. Oui, non, mais alors maître Tyler Durden, il faut le citer. Donc le héros de Fight Club pour ceux qui connaîtraient pas. Donc mais non, je crois qu'il y a vraiment une nouveauté de la situation et une vraie colère. Je crains que tout ça finira dans une impasse parce que je redoute que le nom Le Pen à la fois a ses vertus, il a ses défauts quoi. Et ce que moi je crois qu'il faut que nous travaillions, c'est la constitution d'une véritable alternative sans concurrencer les initiatives qui sont faites par le Front parce que c'est un mastodonte. On peut pas lutter à
armes égales avec une telle machine de guerre avec les financements que le promet les élections de 2007, etc. En revanche, il faudra bien préparer la suite parce que même si Marine demain est au pouvoir, malheureusement, je le crains, elle n'est pas en mesure de l'assumer. Voilà, disons-le clairement. Comme ça, Monsieur Monza pourra faire un papier la semaine prochaine. Non, Scherer, maintenant, on a dit. On donne les vrais noms des gars de Réflexe. Bon, très bien, merci pour toutes ces analyses. Alors, c'est vrai qu'il y a un frémissement, je tenais quand même à le signaler, puisque ces derniers jours à Cannes, Lars von Trier, dont la femme et les enfants sont juifs, s'est lâché en disant qu'il comprenait Adolf Hitler et qu'il était peut-être lui-même nazi. Comme quoi, il y a des blagues qu'il ne faut absolument pas faire, parce qu'il a été viré, tout de même. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Voilà, exactement. Bon, enfin bref, la schizophrénie de ce petit monde médiatico-artistico. Tu sais, ça me rappelle Galliano, ça. Oui, mais complètement. Alors, ils sautent les uns après les autres. En tout cas, ça nous fait rire. Et c'est déjà. En tout cas, il nous a pondu son superbe film expressionniste qui est Europa Zentropa. Voilà. Bon, et depuis, il est plus grand chose. C'est pas très grave. Alors. Dancing in the Dark était bien. Il nous reste un peu de temps. J'aurais aimé qu'on revienne quand même quelques minutes sur les évolutions de l'affaire Ben Laden, hein, quand même, de ce fameux compan d'hôtel maison, parce que c'est quand même ces dernières semaines, on nous a quand même annoncé. Vous avez vu les images? Attendez, laissez-moi mettre la liste parce qu'elle est balèze, hein, quand même. Donc, et on nous a annoncé qu'on avait trouvé des quantités gigantesques de drogue, des vidéos porno, quand même. Et en même temps, quand t'es dans le fin fond du Pakistan, tu te fais chier. C'est tendu, hein, le Pakistan, quand même. Il y avait que ça à faire, hein, tirer l'asticot et fumer des spliffs. En se regardant la télévision, nous a-t-on montré à la télé américaine. Hein. Comme on est en plein hommage à Bob Marley, il m'a fait un peu penser à lui avec son bonnet en regardant la télévision. J'ai cru voir qu'il regardait J'avais les l'impression Simpsons. d'entendre No Woman No Cry. Non mais détrompez-moi. Les grandes perles du storytelling. Non mais détrompez-moi. Est-ce que c'était pas les Simpsons à la télé? Ah oui, complètement. Mais puisqu'il est dedans, donc il se regarde. C'est ce que je disais. Et il y avait en plus ses épouses. Qui se sont mises à parler pour dire qu'en fait elles s'entendaient pas entre elles. Enfin, oui, parce que ça avait l'air d'être un enfer cette baraque. Ah non, mais c'est complètement terrible. Il faut appeler Springer Show. Non, je crois que Madame Lundi n'aimait pas Madame Mercredi. Et donc avec Madame Vendredi, elle s'était mise d'accord et apparemment c'était super tendu. Et Madame Jeudi s'est fait jeter, voilà, c'était la Yéménite, hein, elle est rentrée chez elle, elle est revenue 2 ans après. Un truc de fou. Bref, tout ça est très drôle. Sauf que au final, qu'est-ce qui se cache derrière? Le Pakistan, Obama, qu'est-ce qui est bon pour eux là-dedans, dans l'entraînement de ce feuilleton? Franchement, moi je trouve que ça ressemble à un épisode de South Park, j'en sais rien. Franchement, j'ai pas d'analyse là, c'est parti en couille. Sérieusement, Moi, plus sérieusement, je pense que des gars qui sont très sérieux, comme Zbigniew Brzezinski, ont sifflé la fin de la récréation. Voilà, la fin du grand méchant. La fin du grand méchant, la fin de la guerre contre le terrorisme, la fin du terrorisme va prendre un autre visage. Et je crois qu'il y avait des analyses tout à fait intéressantes qui étaient sorties ces dernières semaines, hein, notamment de la part de Thierry Messant et d'autres. C'est-à-dire qu'on est en train aussi d'assister à une mutation du salafisme avec un islam radical systémo-compatible au niveau international. On le voit déjà avec la CAP en Turquie. Il redevient ce qu'il était. Oui, quelque part. Mais là, on assiste à une redistribution des cartes. Parce que maintenant, il faut préparer, si vous voulez, ce changement de cap. Donc, on voit, le leader des frères musulmans en Égypte aussi proclamer qu'en fin de compte, ma foi, l'islam n'est pas incompatible avec un capitalisme bien pensé qui satisfait, les oligarques de Washington. Même son de cloche du côté de la Libye. Hein, où là aussi on s'aperçoit que dans ce fantomatique CNT, Comité national de libération de transition, on a aussi des islamistes qui disent au fait de compte on pourrait mettre le bémol sur Israël et puis on va faire des affaires, hein, on est dans la zone pétrolière à Benghazi. Donc en fait, et le gel des avoirs de Bachar là aux États-Unis. Là, voilà, c'est la guerre au croissant chiite. Oui, et puis on retrouve les bonnes vieilles habitudes. Mais là, Bachar, c'est le dernier reliquat du nationalisme arabe, du baathiste, hein, avec une minorité alaouite qui arrive quelque part à gérer une situation qui, sur le plan de la musique ethnique, est semblable à celle de l'Irak, rappelle celle de l'Irak, hein, avec des sunnites, des Kurdes. Les Palestiniens. Donc c'est vrai que Papa avait fait les choses en grand à l'époque avec 25 000 morts dans la ville de Hama en 82. On était dans un schéma de guerre froide, un schéma bipolaire, donc on avait laissé faire. Mais c'est vrai que la Syrie est un verrou. Mais je pense, d'après ce que j'ai pu lire et entendre un peu à droite et à gauche, on commence un peu à réfléchir parce que là, si on fait sauter le verrou syrien,
Là, c'est toute cette région on se remet en quelque sorte dans un chaos à l'irakienne. Et je suis pas sûr qu'à Tel Aviv, on s'en réjouisse à l'avance, quoi. Disons que c'est une chance que les néoconservateurs soient plus aux affaires. Hein. On le craint à Washington, ça, quand même, un peu, ou... On le craint, oui. Maintenant, voilà, il y a, je pense, derrière la ligne Brzezinski. Enfin, il y a aussi des qui n'est pas une ligne de chaos, a priori. Non, mais la ligne Brzezinski, elle est assez... elle est pour un aplanissement de la situation au Proche-Orient. Elle n'est pas hyper sioniste, au contraire, elle est même sioniste-critique, quelque part. Il ne l'a jamais caché. Donc, c'est pour essayer de trouver un nouvel équilibre, loin du reformatage qui était envisagé au début des années 2000. On se rappelle cette fameuse carte qui était sortie, et d'ailleurs qui trône encore, je pense, à la tête de certains stratèges, et en tout cas de ceux qui ont plus ou moins partie liée avec des manipulations autour de ces dites révolutions arabes, qui sont des événements qui ont chacun leur spécificité et leur singularité selon le pays dans lequel se déroule et les forces en présence, quoi. Donc affaire à suivre, mais il n'est pas pour moi exclu que justement, voilà, concernant l'islam radical, on est plus que jamais une tentation d'instrumentaliser ces mouvements, sachant que bien sûr une Oumma qui pourrait s'ériger comme avec ce fantasme du califat mondial n'est pas pour demain. Le monde musulman restera plus que jamais morcelé, voilà, et balkanisé. Merci PGL, ce sera le point final à cette petite analyse sur ces mouvements et cette partie du globe. Nous allons faire la seconde pause musicale en écoutant le projet latéral et collatéral de Zeta Zero Alpha, le fameux groupe italien connu, qui s'appelle Zeta Zero Alpha Drummo, c'est-à-dire qu'ils font de la musique électronique. Nous allons écouter un titre de l'album Estremo Centro Alto qui s'intitule 451. À tout de suite. AVS Media Demo. Io sono Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Siete lo stesso libro? Mio fratello è il primo volume. Mio fratello è il secondo volume. È un piacere far la tua conoscenza. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Il lunedì bruciamo Lucrezia, il martedì Molière, il mercoledì Machiavelli, il giovedì Goldoni, il venerdì Voltaire, il sabato Sartre, la domenica Dante. Il lunedì bruciamo Lucrezia, il martedì Molière, il mercoledì Machiavelli, il giovedì Goldoni, il venerdì Voltaire, il sabato Sartre, la domenica Dante. Il giovedì Goldoni, il venerdì Voltaire, il sabato Sartre, la domenica Dante. AVS Media Demo. Il lunedì bruciamo Lucrezia, il martedì Molière, il mercoledì Machiavelli, il giovedì Goldoni, il venerdì Voltaire, il sabato Sartre, la domenica Dante. AVS Media Demo. Pensare un po', tutti questi scritti, tutte queste ricette semplificate sono in disaccordo tra loro, quindi lasciamo pure bruciare questo mucchio di contraddizioni. Siamo noi che in questo momento lavoriamo per la felicità del mondo. Non è uno spettacolo, le pagine. AVS Media Demo. Petali, come farfalle, scure. Chi può spiegare? Chi può spiegare? Con che cosa ti ha messo? Che cosa ti ha messo? AVS Media Demo. Le pagine come petali, come farfalle, scure. Chi può spiegare? Con che cosa ti ha messo? Siamo noi che in questo momento lavoriamo per la felicità del mondo. AVS Media Demo.
AVS Media Demo. Martedì Molière, mercoledì Machiavelli, il giovedì Goldoni, il venerdì Voltaire, il sabato Sartre e la domenica Dante. Martedì Molière, mercoledì Machiavelli, il giovedì Goldoni, il venerdì Voltaire, il sabato Sartre e la domenica Dante. Il lunedì bruciamo Lucrezia, il lunedì bruciamo Molière, mercoledì Machiavelli, mercoledì Machiavelli, il giovedì Voltaire, il sabato Sartre e la domenica Dante e la domenica Dante. AVS Media Demo. È vero che tanto tempo fa i pompieri servivano a spegnere gli incendi e non a bruciare i libri. Credo che tuo zio abbia ragione, lei è un po' svizzata. Spegnere gli incendi, chi gliel'ha raccontato? Non lo so, qualcuno, ma è vero. Alors de retour après cette pause musicale toute italienne, on va rester dans la radicalité, mais pas forcément celle de l'islam, mais plutôt celle de Rome. On va interroger Monsieur Vaudan, hein, mon cher Gérard. Pourquoi m'interroger? J'étais pas disons, au Sofitel, moi. On va vous écouter. Parce que tu sais qu'on a les moyens de faire parler. Voilà. On va vous écouter, puisque vous avez eu la bonne idée avec quelques représentants du MAS. Oui. Hein, le fameux mouvement d'action sociale. Le Movimento d'Azione Sociale. Ah non, c'est en français dans le texte, quand même. Donc, avec quelques représentants du MAS, une petite dizaine, je crois, vous êtes allé faire un tour à Rome. À la Tania della Tigre, je crois que c'est ça, je prononce très mal les idiomes italiens. Festival de 3 jours, musical, politique, esthétique, communautaire, combattant. Bref, racontez-nous tout. Alors, vous y étiez, je tourne ou quoi? Non. On vous a raconté? Ouais. Oui, alors effectivement, avec une dizaine de camarades du mouvement d'action sociale, nous avons été nous promener à Rome, faire un peu de tourisme militant. C'est toujours fort instructif lorsqu'on se déplace en Italie. C'est quand même un autre monde à tout point de vue. Le militantisme est autre. La situation également, vous me direz. Situation politique, la situation économique, et puis lorsqu'on se promène dans les rues de Rome, on va dire que la situation ethnique n'est pas non plus tout à fait la même que celle que nous pouvons connaître. Ouais, parce que je me suis laissé dire que vous étiez dans le quartier immigré de Rome. On m'a dit que vous étiez dans le quartier le plus malfamé, là. Alors, effectivement, nous étions dans le quartier immigré de Rome. Bon, le quartier immigré de Rome reste le quartier immigré de Rome, mais n'est pas les banlieues nord de Marseille ou les quartiers nord de la région parisienne. C'est le 15e, quoi. Oui, franchement, oui. Ouais, oui, tout simplement. Alors, Casa Pound, en tous les cas... Alors, un premier tour au bord de la mer, je crois, avant le festival. Je vais vous dire que Casa Pound a différents relais. Enfin, il y a différentes occupations non conformes dans toute l'Italie, tout simplement. Alors, nous avons commencé par aller visiter Casa Pound Latina, Casa Latina, là, donc tout simplement au bord de la mer, une belle petite station balnéaire. À une heure, oui, à peu près une grosse heure de Rome. Vous avez une occupation en plein centre-ville, c'est extraordinaire. Alors, ce qui est vraiment formidable, c'est que les militants italiens sont pleinement intégrés dans le décor. Donc c'est vraiment extraordinaire, quoi. Donc je crois qu'autour de la table, tout le monde a été faire son petit pèlerinage à Rome, en Italie. Non, monsieur PGL, vous ne l'avez pas fait? Toujours pas. Ouais, venez avec nous la prochaine fois. Non, mais monsieur Pégel est exclusivement tourné vers la Mecque de Lviv. Dont il va nous parler dans quelques minutes. Et mon grand, j'ai mis les pieds en Italie. Tu essayes de poser ça encore sur la carte. Allez, on va pas faire de guerre. Alors, toujours est-il que, oui, donc une virée à Casa Latina, les pieds dans l'eau. Je disais que nos camarades italiens sont pleinement intégrés dans le décor. C'est impressionnant à quel point, quoi. Ils vivent avec le peuple. Ils sont totalement ancrés dans le réel et c'est vraiment extraordinaire. Quoi qu'il en soit, après, nous sommes allés faire un tour pour le fameux festival dont vous parliez, Sturm, là, qui se situe donc à Area 19.
Area 19, alors on imagine quoi? Une station de RER désaffectée, reprise, et puis mise au goût du jour. Donc, à l'italienne, voilà. Donc, déco assurée. Voilà, déco assurée, grosse prestation. Alors, ça, comment dire, on a eu le droit sur 2 soirées, même vendredi soir, donc concert. J'ai découvert un superbe groupe de Hatecore d'ailleurs, qui s'appelle Brainwash, c'est ça. Ah, mais ça, c'est les Allemands. Alors, terrible. Ah, bah oui, bah écoutez, ils font dans l'éclectisme européen quand même. Il y avait des Allemands, on a eu le droit à différents styles musicaux, puisqu'on a même eu le droit à un rappeur le samedi. Le fameux Horrible Night, voilà. Le rappeur italien qui était là. C'est assez extraordinaire. Et alors, est-ce qu'il y avait le groupe Sottofacia Semplice? Bien sûr. Bien sûr. Je crois que c'était la première fois en live. Ouais. Come mai. Ouais, c'était sympa. Très très sympa. Toujours est-il que... Alors, pas que de la musique? Non, pas que de la musique, c'est ça. Également, il y avait un tournoi de free fight qui était organisé le samedi matin, mais le samedi matin... Vers 14h. C'est ça. Voilà. C'est entre 14 et 15h du matin. Alors, je crois attendez les gars, c'est la temporalité romaine, c'est pas pareil. Je crois que c'était prévu vers 11h15, 14h30, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, mais c'est le cadeau. Bon, donc c'était, un tournoi de free fight, différentes catégories. On a même vu des femmes. Mais il n'y avait pas de boue, dites donc. Non, bah oui, bon match de catch dans la boue, quand même, féminin, c'est plutôt sympa, mais c'est une idée à proposer à nos camarades italiens. Voilà, et puis... Concours de graphes. D'ailleurs, si vous allez sur Zentropa, sur le blog Zentropa, là, vous verrez le bandeau vient d'être changé, donc avec un gros Menefrego qui a été tagué, pris en photo et tagué, et donc il y avait le concours de graphes donc militants, graphes... pas que des Italiens d'ailleurs, puisque j'ai vu la signature de gens de Madrid quelque chose. Enfin, bref, donc il y avait aussi des Espagnols. Oui, mais il y avait plusieurs. D'après ce qu'on a lu, il y avait des Tchèques, il y avait des. Ouais. des Allemands. Je parle pas très bien le tchèque, par contre. Non, moi non plus, ça c'est un truc. Mais je parle encore moins bien le tibétain, et pourtant vous en avez vu à Area 19. Oui, je vous ai montré des photos. Ah oui, alors là, il y a 3 skinheads il y a 3 skinheads tibétains dont je plaisante. Voilà, en fait, il y avait 3 bonzes. Ouais, 3 bonzes qui étaient présents. Donc, toujours la connexion lamasso tibétaine, je vois que décidément on reste fidèle à cette tradition. Alors, attention, on va pas les. Donc en tous les cas, oui, donc un certain nombre de stands avec tout un tas d'organisations présentes, et puis écoutez, des Tibétains qui étaient là, qui étaient d'un qui graffaient, non? Alors non, parce que c'est très gênant de comment dire, avec l'écharpe, tout ça, pour la bombe, tout, c'est pas très agréable quand même. Et puis voilà, puis on se met de la peinture sur les sandales, c'est un peu un bordel sans nom. Donc non, c'était vraiment fantastique. Vous avez plusieurs milliers de personnes, voilà, c'est ça, une ambiance chaleureuse, une organisation fantastique, et puis un état d'esprit. Pas de débordement. Alors pas de débordement. Si, j'ai un moment, j'ai assisté quand même à un débordement. Allez. Ouais. J'ai vu une Italienne qui difficilement s'en prenait à son ami. Ah oui, ça, oui. Ce fut terrible. Ah ouais. Voilà, non, pas de débordement, bon état d'esprit, festif, militant, et beaucoup de jeunes. Les jeunes du Bloco. Alors vous voyez donc là l'organisation étudiante, le Bloco studentesco, enfin et lycéenne, puisqu'il y a le Bloco studentesco et le Bloco. Il y en a 2 là, j'ai oublié notre nom. Je sais pas, lycéento, non, quelque chose comme ça. Peu importe. Bon, enfin bref. Toujours est-il que oui, vous voyez, il y avait des enfants, pardon, excusez-moi, des gamins, parce qu'il y avait des gamins de 14 ans. Il y avait des gamins de 14 ans, donc cela effectivement. C'est là qu'il faut les prendre. Attention, c'est puni par la loi, monsieur K. Attention à la polysémie. Et Roissy, de vos déclarations. avion, New York. Rikers maintenant. Ça va très vite. Donc voilà, bien. Bien, c'est le moment. Séminaire où on se ressource, où on part au taquet. Un bon séminaire de travail qui file la pêche pour l'année militante à venir. Oui, et puis une sensation de rupture quand même. Non seulement une sensation de rupture, mais
c'est l'accomplissement de tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'on sent que derrière, il y a beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de travail, il y en aura encore. Et par contre, ce qui est extraordinaire, c'est de voir, moi, ce qui m'émerveille à chaque fois, c'est cet ancrage dans le réel, quoi. C'est-à-dire que ils sont au milieu du peuple, ils vivent avec le peuple, et puis finalement, ils sont reconnus, quoi. C'est quand même extraordinaire, quoi, puisque non pas que le fait de passer dans la presse nationale soit une reconnaissance, c'est pas ce que je veux dire, mais pour le concours de Graff, c'est passé dans un quotidien, un gros tirage, etc., quoi. On est obligé de les prendre, de compter avec eux maintenant, de les prendre en compte. C'est ça. En parlant de ça, à Latina, donc la ville où il y a la Casa Pound Latina, il y a une liste qui a été montée par le grand romancier de la ville, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Mon frère et fils unique, et qui en a écrit un deuxième. Qui a donné un film d'ailleurs. Oui, qui a donné un film d'ailleurs. Et qui est traduit en français. L'autre, le second, je crois pas qu'il soit traduit en français. Le dernier, je crois que ça s'appelle Via Mussolini. Parce que la ville a été construite intégralement par... Oui, c'est une ville entièrement en déco. Voilà, pendant le Ventennio, avec une architecture fonctionnaliste. Extrêmement intéressant. Et donc ce type-là a monté une liste avec des fascistes, d'anciens fascistes et d'anciens communistes pour disputer la mairie à la droite berlusconienne. Et c'est une initiative assez amusante parce que le type est plus homme de lettres que homme politique, mais je trouvais ça sympathique de le signaler. Il y a eu un papier dans Le Monde il y a quelques jours. Très bien. Alors de l'Italie, on passe, on prend plein nord et un peu à l'est pour atterrir en Ukraine. Mon cher PGL, vous vouliez nous parler de ces émeutes qui ont eu lieu à Lviv il y a quelques jours, une grosse semaine. Enfin, le 9 mai, pour être précis. Le 9 mai, voilà. On peut rappeler à nos auditeurs que le 9 mai est une date sacrée aujourd'hui dans la constitution de la nouvelle identité russe, à savoir la célébration de la grande guerre dite patriotique, et qui est devenue, en fin de compte, une mythologie nationale qui réalise un consensus assez important pour les différents peuples qui aujourd'hui habitent la Fédération de Russie. Donc, le gros problème de cette démarche tout à fait saine, à la base, c'est qu'elle s'appuie sur les mythologies véhiculées par l'historiographie soviétique depuis déjà plusieurs décennies, à savoir que d'une guerre qui devient, en fin de compte, une chanson de gestes épique, sans zone d'ombre, avec un peuple qui s'est levé unanimement contre l'envahisseur fasciste, une guerre qui, comme on le sait, a commencé que le 21 juin 1941 et s'est achevée par la libération des peuples frères, par une armée rouge triomphante qui, bien sûr, a apporté sa contribution décisive à la Seconde Guerre mondiale sans aucune aide venue de l'extérieur. Donc on comprend cet éclairage univoque le problème aujourd'hui, c'est que cette mythologie nationale est utilisée comme vecteur principal pour une soft power russe qui peine, si vous voulez, à se définir de manière efficace, et que forcément, des pays frères européens comme les pays baltes ou l'Ukraine, en tout cas une partie de l'Ukraine occidentale et l'Ukraine centrale, ne l'entendent pas ainsi. Ils ne gardent pas forcément un souvenir impérissable du comportement des soldats soviétiques à la fin de la guerre, dans les milieux d'après-guerre, l'agent de Félinine entre autres. Je ne parle même pas des répressions et des centaines de milliers de personnes qui ont été envoyées dans les camps de les goulags. Donc en fait, cet événement n'a pas la même signification pour les uns et pour les autres. Or, que s'est-il passé ? La Russie continue à faire feu de tout bois et à attaquer vigoureusement toute forme de contestation de cette vision de l'histoire, reprenant en cela une rhétorique antifasciste qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves chez nous. Et c'est vrai qu'on peut remarquer que dans la mouvance, ça ne soulève pas trop d'émotions, mais je crois que c'est quand même gênant à la fois au niveau éthique et surtout même au niveau géopolitique, ça apparaît complètement contre-productif. Alors venons aux événements de Lviv. Le jour de ces célébrations à Lviv, il faut savoir que il y a eu des émeutes. On a vu, certains ont vu les vidéos sur Zentropa, seulement ces vidéos étaient sans commentaire, donc on ne sait pas trop ce qui se passait. On voyait un bus attaqué, on voyait des personnes qui étaient prises à partie, on voyait des drapeaux rouges brûlés, on voyait des jeunes s'en prendre aux miliciens locaux, aux CRS locaux, les fameux Omon. Donc en fait, que s'est-il passé ? Mais il faut savoir que depuis la venue au pouvoir du nouveau de Viktor Yanukovych et de ses oligarques de Donetsk, c'est-à-dire la partie du Donbass de l'est de l'Ukraine, il y a une instrumentalisation et une récupération sous une forme stratégique d'attention atténuée de toutes les thématiques identitaires et nationales
pour entretenir les fractures internes à ce pays, qui peine, si vous voulez, à se constituer en véritable nation unifiée, et surtout qui permet de faire oublier aujourd'hui une situation désastreuse. Il faut savoir que beaucoup de politologues aujourd'hui, avertis, voient en Ukraine une situation potentielle qui pourrait dégénérer comme ça a dégénéré dans les pays arabes et en Afrique du Nord. Là, on est vraiment dans une situation économique désastreuse, une inflation record, un taux de corruption jamais atteint, des services, des structures de force et des organes de sécurité qui sont utilisés pour réprimer toute forme d'opposition. Et puis, bien sûr, le pouvoir ukrainien qui louvoie, selon ses propres intérêts corporatistes et oligarchiques, louvoyant entre Bruxelles et Moscou, selon la météo. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître une nouvelle force politique, qui est le parti Svoboda, l'Union pan-ukrainienne Svoboda, qui est le Svoboda qui signifie liberté, et qui est un petit peu l'équivalent local du Front National. Ah mais le parallèle est saisissant. Non, le parallèle est saisissant, en plus avec une figure charismatique, qui était en visite en France il y a quelques semaines, Oler Tchernibok, et puis un parti qui marque des points, or qui est enraciné bien sûr dans la partie la plus nationalement, identitairement consciente de l'Ukraine de l'Ouest, avec la Galicie notamment, et qui a marqué des points importants dans des élections locales, et même sur le plan national, notamment en marquant des points en Ukraine centrale. Et ce parti apparaît comme un parti avec une image positive, des têtes nouvelles, surtout un parti qui n'est pas touché par la corruption généralisée qu'on retrouve dans toutes les formes de tous les autres partis politiques qui montrent une interpénétration entre les intérêts économiques et les intérêts politiques. Donc en fait, ce parti Svoboda, en fin de compte, actuellement, est instrumentalisé par le pouvoir de Yanukovych. C'est-à-dire qu'on essaie de dresser les extrêmes, c'est-à-dire les nationalistes pro-russes, ou les éléments pro-russes d'un côté, et les éléments ukrainiens radicaux, qui ne peuvent pas rester sans réagir, donc avec le risque d'une voie étroite. Mais ça a pété. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Que s'est-il passé concrètement, parce que les vidéos, on les a vues, mais effectivement, on a besoin d'un décryptage. On a permis à des groupes russes, ou pro-russes, venus notamment d'Odessa, qui est une enclave russophone et pro-russe, en tout cas, au sud de l'Ukraine, de longue date, sont venus à Lviv, et on mis en place des actions de provocation, tout simplement, où on voit même sur la vidéo un jeune homme issu de ces groupes-là tirer un pistolet à air comprimé sur un militant Svoboda qui est quand même allé à l'hosto. Donc les forces de l'ordre qui ont plus ou moins laissé faire, et surtout on s'aperçoit qu'on a monté ça en épingle. Alors moi qui regarde régulièrement la télé russe, il faut dire que là c'était grandiose, le traitement, avec on disait que les autorités avaient interdit déjà leur défilé, ce qui était faux, et d'autre part, bien sûr, il était question des fascistes ukrainiens qui s'en prennent aux héroïques patriotes, qui ne demandaient que rien d'autre que d'aller se recueillir sur les tombes de l'Ambre. C'est même ce qu'a dit la presse française, faut le souligner. La presse française se signale par sa méconnaissance profonde du dossier, des éléments, du contexte, quand elle n'est pas, elle ne lit pas tout simplement le schéma russe d'interprétation de ces événements. Nos amis patriotes ukrainiens ne seraient-ils pas tombés dans un beau piège? Je ne parlerai pas jusqu'à piège, mais il y a la voie étroite qui s'offre à eux. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un petit peu un schéma ulstérien. C'est comme quand la procession orangiste qui célèbre la victoire de la bonne traverse les quartiers catholiques. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire d'un côté, et d'autre part, avec la conscience que on sait très bien qu'on est dans une mauvaise série écrite par quelqu'un d'autre. Une mauvaise série rédigée par l'ennemi, que ce soit les structures de force ukrainiennes, ou même, sans faire de parano, on peut remonter jusqu'à Moscou avec le FSB. Ça nous rappelle tout de même que les Russes ne lèvent aucune ambiguïté sur leurs affaires, sur leur passé récent et moins récent. Le problème, c'est que moins que jamais. On n'a pas d'aggiornamento. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de procès. Donc, on n'a pas d'aggiornamento, et surtout, les Russes ne se rendent pas compte qu'ils sont totalement contre-productifs. Mais là, on n'est plus d'un niveau rationnel. On est à un niveau épidermique, on est à un niveau passionnel. Ils ne se rendent pas compte qu'ils contribuent à jeter davantage les gouvernements des pays baltes et les nations ukrainiennes dans les bras de l'OTAN, dans les bras atlantistes, bien sûr. Dans les bras de Bruxelles, etc. Et ça, véritablement, on ne se rend pas compte à ce point de comment ça peut procéder. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les nationalistes ukrainiens, Svoboda n'avait pas déployé les bannières de ce parti. On sait qu'il y avait sûrement quelques éléments. Et il y avait, je pense, pas mal de nos camarades nationalistes autonomes aussi qui étaient présents, de très jeunes, et des gens
étant très jeune. Et là, par exemple, bon, c'est pas destiné à se terminer. Hein. Bon, je mets de côté la nomination comme ministre de l'Éducation d'une ukrainophone notoire, ça s'appelle Dmitro Tabachnik, qui a bien sûr focalisé toutes les attaques sur lui. Ça évite bien sûr d'aborder les sujets qui fâchent, hein, concernant la situation économique, etc. Et d'autre part, bon, ben, on a le 22 juin, ces organisations pro-russes annoncent encore qu'elles vont venir en Galicie pour justement occuper le terrain. Donc on reste dans ce schéma de stratégie de la tension. Est-ce qu'il y a un moyen de mettre d'accord des patriotes, disons, ukrainiens, russophiles et des patriotes ukrainiens du Piémont ukrainien? L'honnêteté oblige de reconnaître que quand même la balle reste largement dans le camp des Russes. D'accord. Moi je pense que si les Russes faisaient... pourra sortir par le haut? Pardon ? Est-ce qu'il y a des moyens de sortir par le haut ? On a vu pourtant des manifs entre les autonomies ukrainiens et russes, des manifs conjointes à un moment, il n'y a pas 2 ans. Oui, mais bon, là, il est évident que ce type d'événement n'est pas fait pour faciliter les choses. Alors, c'est peut-être aussi pour maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi des différences locales concernant les nationalistes autonomes ukrainiens. C'est-à-dire qu'un nationaliste autonome de l'Est sera moins sensible aux thématiques identitaires. Il restera plus axé sur les thématiques de terrain, les actions sociales, et on n'abordera pas trop les sujets qui fâchent. C'est-à-dire les sujets linguistiques, culturels et identitaires. D'accord. Très bien. Alors, vous aviez quelques petites choses à nous préconiser en termes culturels pour clore cette émission qui s'achève dans 5-6 minutes. Alors, question revue, bien sûr, le dernier numéro de nos camarades de Rébellion est sorti, dont le numéro 47, avec un dossier consacré aux sciences. La question des sciences, un état des lieux, avec des articles tout à fait intéressants qui abordent l'instrumentalisation des sciences, bien sûr, par le système oligarchique et capitaliste mondial, les nanotechnologies. Donc, dossier intitulé La boîte de Pandore. On a aussi un entretien passionnant avec Alain Benoît, qui revient un petit peu sur la thématique qui était la sienne, donc sur les animaux et des hommes. Et puis les chroniques culturelles, notamment de l'ami Arnaud Borde. Donc c'est toujours une livraison intéressante, faite avec la sensibilité qui est celle de nos camarades de Rébellion, avec aussi un petit article qui aborde la question des dites révolutions arabes. 2 essais. Un essai de Philippe Randa, donc Philippe Randa qui est connu, je pense, de beaucoup des auditeurs, journaliste, écrivain, éditeur. Donc lui sort déjà depuis plusieurs années un recueil de ses meilleures chroniques, des chroniques qui paraissent à la fois dans le bimensuel Flash, ainsi que sur plusieurs sites internet. Donc c'est une chronique barbare. Le 8e opus est sorti, intitulé Sous haute surveillance politique. Donc c'est toujours des chroniques qui vont à l'essentiel, une langue âpre, alerte, un style plaisant, et puis surtout qui rejoint totalement des appréciations que l'on peut donner sur l'actualité, qui est remise en perspective. Donc, Sous haute surveillance politique, aux éditions du Alpha, par Philippe Randa, avec une préface de Pierre Le Vigan. Or, Pierre Le Vigan, qui lui aussi a sorti récemment, et d'ailleurs, on peut dire à nos auditeurs que nous aurons très bientôt Pierre Le Vigan sur notre antenne. Oui. Donc, Pierre Le Vigan a sorti un recueil de, lui aussi, ses carnets, ses méditations, qui s'intitule La tyrannie de la transparence, avec une préface d'Arnaud Guyot-Janin, aux éditions de l'Ancre. Là aussi, tyrannie de la transparence, des sociétés où nous sommes sommés d'être ouverts, d'être justement transparents, faisant fuir toute forme d'intimité, d'opacité. On est obligé on est sommé de se révéler face à l'autre. Donc dans cette démarche un petit peu psychologisante. Donc là, tout un ensemble de petits essais, de petites réflexions, de courts articles qui sont fort bienvenus et qui nous permettent un petit peu de méditer, quelque part sur l'air du temps. Merci, cher PGL. Alors, l'émission s'achève. J'ai 2 mentions légales et 2 annonces à vous faire avant de vous quitter. La première, c'est que, comme vous le savez depuis quelques semaines, le site Paris by Right est en ligne. Vous pouvez le trouver sur Internet. C'est une immense fresque qui vous dira les événements culturalo, politico, médiatico, sportifs de la mouvance droitière parisienne. Vous pouvez aller voir ça. Il y a déjà un gros succès, plus de 40 000 collections. Et puis surtout, je vous rappelle que le collectif Mandrin vous invite mercredi prochain à 20h, place de la Concorde, face à l'Automobile Club, c'est-à-dire là où se réunissent chaque dernier mercredi du mois les oligarques du siècle. Le collectif Mandrin vous invite à un pique-nique géant, festif, populaire et social. Alors, vous amenez vos victoires, bien entendu. Un petit kill de rouge, ça fera pas de mal. Si vous avez un tambour ou une trompette, vous serez aussi les bienvenus.
Venez surtout nombreux avec le sourire, nous allons, dit le communiqué, montrer la joie du peuple à nos oligarques. Voilà, donc nous soutenons bien évidemment à Méridien Zéro cette initiative fort sympathique. Alors je précise que plus vous serez nombreux, plus nous serons nombreux et plus cette manifestation sera un succès. Voilà, une dernière chose, s'il me reste un tout petit peu de temps, oui il m'en reste un peu, un auditeur s'inquiétait sur le blog Méridien Zéro de ce que nous passions sous silence, la fin des herboristes en France. Alors qu'il se rassure, nous avons appelé à ce micro il y a quelques mois à la signature d'une pétition pour la sauvegarde des dernières herboristeries françaises. Vous savez qu'une loi européenne les condamne à mort, ainsi que tout un tas de corps de métiers liés aux sciences de la nature, aux sciences naturelles, on va dire, aux médecines complémentaires, voilà. Donc nous avions appelé à signer cette pétition, nous suivons ça de près et nous en reparlerons dans des émissions dédiées justement à ce type de pratiques qui sont malheureusement en voie de disparition. Et il n'y a pas, hélas, que les herboristeries. Un certain nombre de professions sont menacées. Je rappelle que les ostéopathes ont été mis en coupe réglée par l'État et sont maintenant inféodés à l'ordre des médecins, ce qui leur interdisent un certain nombre de pratiques, notamment la crânio, la pédiatrie, etc., etc. Beaucoup de choses dans ce sens-là. Nous y reviendrons, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, nous traiterons de ces sujets passionnants dans une prochaine émission. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, chers amis, d'être venus vous libérer à ce micro. Gérard, reposez-vous bien de ce festival italien, car on se voit pour parler des Ballets Roses. PGL, on se croise pratiquement toutes les semaines, ça devrait aller. Une pensée pour le Rikers Boys ce soir, et puis surtout à l'abordage et pas de quartier.